Président, bonjour. Bonjour. On a suivi l'élaboration de votre SCOT. On vous rencontre aujourd'hui. Vous êtes dans la dernière ligne droite puisqu'on va arriver du 21 octobre au 22 novembre à l'enquête publique. Quelle est cette nouvelle étape? C'est une étape officielle inscrite dans la loi. Comme on a eu souvent l'occasion de l'évoquer dans différentes émissions ensemble, le SCOT est un long parcours. Ça fait 6 ans qu'on y bosse de manière intense. On a eu dans l'histoire du SCOT des réunions, on est allé voir le public, on a fait une trentaine de réunions où il y a eu 500, 600 personnes qui sont venues, qui ont interrogé, on a écouté les choses. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une étape un peu différente du SCOT. On est dans l'étape où les gens vont pouvoir donner leur avis, mais qui va être intégré obligatoirement, parce que c'est une enquête publique, avec des enquêteurs qui sont nommés par le tribunal. Cette enquête publique nommée par le tribunal vont écouter les gens, mettre ça dans un cahier, ces revendications, les avis des gens, et nous en faire une synthèse. Et les élus, dans l'étape d'après, au moment où ils vont voter définitivement ce SCOT, vont devoir apprécier s'ils doivent tenir compte de l'avis des gens, si c'est censé, s'ils se sont trompés, et s'il faut qu'ils revoient partiellement leur copie ou pas. Et à ce moment-là, le SCOT s'imposera à tous les PLU. Alors, à ce moment-là, le SCOT sera approuvé définitivement par le territoire de la Provence-Vert. Et ce SCOT s'imposera, c'est un schéma, ce qu'on appelle un document opposable au tiers, et il s'imposera à tous les PLU. Les PLU qui sont en train d'être faits devront bien entendu être compatibles immédiatement avec le SCOT, et les autres PLU, ils ont un délai de 3 ans pour se mettre en harmonie avec le SCOT. Alors, vous avez choisi une méthodologie un petit peu différente, à savoir que pour élaborer ce SCOT, vous avez décidé de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller de ville en ville pour expliquer la démarche. Maintenant qu'on en est dans la dernière ligne droite, quels enseignements tirez-vous de cette expérience? Alors, j'en tire un enseignement d'une grande richesse humaine, parce que je pense que le SCOT reflète vraiment une vraie volonté d'élus locaux de base qui n'auraient pas été entendus et écoutés si on avait pris un cabinet extérieur parisien qui nous aurait montré par quelques belles phrases qui veulent tout dire et rien dire, et nous aurait expliqué comment aménager le territoire, et les élus se seraient laissés embarquer dans un SCOT qui n'aurait pas été le leur. L'enseignement que j'en tire, c'est que ça, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que je me suis vraiment, à titre personnel, complètement trompé dans l'évaluation du temps de réalisation du SCOT. Quand j'ai été élu président il y a bientôt 6 ans, je pensais qu'entre 2 ou 3 ans, le SCOT serait plié. Je me rends compte aujourd'hui qu'il en a fallu 6, et je ne sais pas si on aurait pu aller plus vite, parce qu'il fallait que les hommes et les femmes de ce territoire se rencontrent, se connaissent, partagent une vision, un diagnostic commun, ce qui n'était pas évident, et après partagent des choix politiques, des choix d'aménagement ensemble, parce que le SCOT c'est un choix d'avenir, un schéma qui définit l'avenir ensemble, et il fallait qu'on y partage. Et chacun est arrivé avec ses bagages idéologiques, son bagage de vision territoire, et il a fallu arriver à ce petit compromis auquel on est arrivé, et auquel beaucoup de gens pensaient qu'on n'arriverait pas. Mais la réalité des choses, la réalité de l'aménagement de territoire, la réalité des besoins des populations, la réalité qui s'élargit dans le cadre du débat, a permis de trouver ce compromis, et qui fait que le SCOT a été arrêté sur les 48 votants, 49 votants, et il a été voté par pratiquement 39 élus. Donc c'est vraiment une grande majorité des gens qui adhèrent à ce SCOT. Ceux qui n'ont pas adhéré, c'est parce qu'il y a des petits éléments d'aménagement du SCOT qui ne leur convenaient pas, notamment dans la gestion des zones animées, qui était un vrai problème d'aménagement sur ce territoire, où le SCOT est très volontariste et qui, pour eux, leur pose un certain nombre de questions et de problèmes d'aménagement que je peux comprendre, mais qui, dans le cadre de l'intérêt général, on ne pouvait pas accéder à leurs demandes. Oui, parce que le SCOT, c'est bien la réflexion sur l'intérêt général.
ce qui est rarement le cas quand on lit un PLU. Le PLU, c'est ce qui se passe devant sa porte. Alors que là, ce que vous avez cherché à faire, on vous a suivi dans les 3 dernières années, c'est bien d'avoir une vision globale sur ce territoire-là. Mais l'avantage du SCOT, c'est qu'il oblige à de l'intelligence collective. Et je crois toujours que les hommes et les femmes se dépassent à partir du moment où ils ont des exercices d'obligation d'intelligence, de travail d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a beaucoup plus de choses en commun et que ça crée beaucoup plus que la somme des individualités. Et le SCOT a permis de ça. Ça permet à des communes qui ont des visions différentes, des hommes et des femmes qui ont des visions différentes, d'arriver à écrire un projet d'avenir. Et objectivement, je pense que ce travail d'intelligence collective est quelque chose de très bon pour le territoire. Parce que ça permet justement de tirer vers le haut. Parce que d'abord, quand vous êtes au niveau du SCOT, vous n'êtes jamais au niveau de la parcelle. Donc ça permet d'évacuer toutes les problématiques personnelles. Et même quand on vient en SCOT avec des problématiques personnelles très très loin, en se disant si je suis sévère sur les terres agricoles et que le terrain que moi j'ai ou ma grand-mère a, etc., sur le terrain agricole, la conséquence c'est que ça ne sera pas constructible. Le problème c'est que c'est tellement loin du questionnement individuel, l'orientation fait qu'on est obligé d'une manière naturelle, les gens tombent dans l'intérêt général. Et que quand vous défendez un SCOT, vous êtes obligatoirement dans l'intérêt général. Là où le SCOT est la vraie difficulté, c'est qu'il ne doit pas tomber dans l'intérêt particulier de l'intérêt d'une commune. Parce que autant du PLU à la personne, il y a un lien direct, mais autant le SCOT, on pourrait dire que le SCOT avantage plus une commune qu'une autre, ou plus une vision d'une commune qu'une autre, et le SCOT doit être l'intérêt général des PLU, comme le PLU est l'intérêt général de chacune des propriétaires ou d'une vision d'une commune, le SCOT est l'intérêt général de l'ensemble des collectivités territoriales. Et je dois dire que c'est un exercice très intéressant parce qu'on s'aperçoit très vite que sur des choix économiques, sur des choix de défense des ordres agricoles, sur les politiques de logement, eh bien très vite, dès qu'on enlève la boue de ces bottes et qu'on est obligé de penser sur un territoire et plus sur sa commune, on devient obligatoirement intelligent. Mais ça nécessite que les gens apprennent à se connaître. Et ça, il faut un temps. Dans les communes, les gens se connaissent. Dans l'intercommunalité, on s'est aperçu sur ce territoire que les gens ne se connaissaient pas. Quand quelqu'un vient de Corrence et il doit penser l'avenir avec quelqu'un qui vient de Pourrières ou de Méhoun, d'une manière naturelle, ces gens ne se connaissent pas, mais d'une manière naturelle, ils font partie du même territoire, la Panzerte. Eh bien, il faut le temps que chacun comprenne comment l'autre voit le territoire et il faut le temps, après le deuxième temps, il faut le temps pour qu'ils écrivent et ils décident ce territoire en commun. Eh bien, il a fallu 5 ans, je pense que ce n'était pas possible de faire moins. Eh bien écoutez, en ce qui nous concerne, acceptez nos félicitations parce que c'est très intéressant de vous suivre et de voir qu'à un moment, des gens sont capables de se réunir pour inventer un vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci.